Voici tout de suite Agora, proposé par Gilles Lapouge. L'historien Daniel Roche est connu pour les études qu'il a données sur le XVIIIe siècle. J'en cite à peine quelques-uns: le siècle des Lumières en province, le peuple de Paris. Un que j'aime beaucoup, c'est une postface aux mémoires de Jacques-Louis Ménétras, c'est une véritable merveille. Et puis, plus récemment, la culture des apparences, etc. Et aujourd'hui, Daniel Roche nous donne un ouvrage qui englobe, si on peut dire, la totalité de ces essais, qui les déborde aussi, puisque vous avez attaqué directement et franchement l'ensemble du sujet dans un livre qui a pour titre La France des Lumières et qui est publié chez Fayard. La France des Lumières, bon, c'est un vaste sujet, bien entendu, c'est pourquoi d'ailleurs le livre est vaste, il est minutieux aussi, il est parfois surprenant, il ne recoupe pas toujours les chemins que d'autres historiens ont choisis, ont suivis pour parler de la France des Lumières. Je cite le début du texte qui est sur la jaquette du livre, la 4e de couverture plutôt. À la fin du XVIIe siècle, la majorité des Français pensaient comme Bossuet. Au XVIIIe siècle, les Français pensent comme Voltaire, dit-on. Alors, avant d'entrer dans le livre, si vous voulez, Daniel Roche, une question liminaire, je me demande s'il n'y a pas là une illusion historique, en ce sens que on pourrait dire sans doute la même chose du XIIIe siècle, de la Renaissance, c'est évident, mais même du XVIe siècle aussi, et du XVIIe siècle aussi. Est-ce que tout siècle, par nature, même, évidemment, il y a l'histoire de l'accélération de l'histoire, l'affaire de l'accélération de l'histoire, etc. Mais enfin, même dans des temps qui nous paraissent un petit peu lents, tout siècle est un siècle de transition. Oui, c'est un petit peu la palissade que de dire que l'on va considérer le XVIIIe siècle prioritairement comme le siècle de transition. Mais le propos du livre n'est pas là. Le propos du livre est de comprendre la transition. C'est-à-dire comment dans une société qui se voit, qui se juge et qui s'organise selon les principes de la stabilité millénaire, avec du côté du religieux les principes de la religion sacrée, du côté du politique la continuité dynastique, du côté du social l'organisation hiérarchisée. Comment cette société qui se juge stable, qui se juge enracinée, va accepter de changer? Et ce ne sont peut-être pas toutes les époques qui ont la même conscience de participer à la transformation. Ce qui va peut-être caractériser le XVIIIe siècle, c'est qu'il y a une capitalisation d'individus qui se rendent compte qu'ils sont en train de travailler à la transformation. Alors il y a peut-être, par comparaison, le XIIIe siècle qui a été un petit peu du même ordre. La Renaissance aussi, non ? Et la Renaissance, oui. Mais la Renaissance est plus difficile à saisir parce que elle a une extension en quelque sorte tellement vaste dans le temps, depuis la Florence du XVe jusqu'à l'Angleterre élisabéthaine. C'est une époque qui fuit, tandis que les Lumières sont concentrées, plus concentré peut-être chronologiquement, même si un siècle demeure une dimension difficile à cerner, ce qui rend le livre en quelque sorte plus abondant qu'on ne le souhaiterait pour un lecteur moyen. Non, il est abondant, mais il est très lisible, donc il a gagné. Un autre point quand même qui me semble très important, c'est que dans votre manière d'aborder le siècle des Lumières, vous n'ignorez pas évidemment que le siècle des Lumières s'est terminé par la Révolution, mais vous tentez quand même de vous défaire de ce regard a posteriori qui, dans la lumière unique de la Révolution, expliquerait et rangerait et ordonnerait tout le siècle. Oui, ça vient de quelques choix que j'ai été obligé de faire pour éviter justement de reprendre les manières d'écrire une histoire de France telles que mes prédécesseurs l'ont fait. Non pas que je trouve qu'ils l'ont mal fait, non pas que je suis indifférent à la façon dont un Lavis ou d'autres personnages qui m'ont précédé ont rendu compte de ce qui s'est passé. C'est pas là le problème, c'est que chaque génération a en quelque sorte à dire sa réflexion théorique sur une époque, et pour arriver à cela, il faut faire quelque choix très précis. Alors là, il y en a un, c'est que vous avez en quelque sorte
plusieurs manières d'écrire l'histoire. La manière la plus courante pour rendre compte de ce qui s'est passé en France au XVIIIe siècle, c'est le récit linéaire. Oui. Et finalement, le récit linéaire est dicté par ce qui va aboutir en 1789 et auquel on ne peut pas échapper. Oui, Daniel Roche, mais le récit linéaire, il est abandonné depuis 50 ans. Le récit linéaire est abandonné depuis française. 50 ans, mais il fonctionne, comme Paul Venn l'a montré, à l'intérieur des découpages nouveaux. Il fonctionne à l'intérieur de l'histoire économique, et il fonctionne à l'intérieur de l'histoire sociale, et il fonctionne à l'intérieur de l'histoire culturelle. C'est-à-dire qu'on a peut-être abandonné le récit linéaire à partir des événements, mais on a continué à avoir besoin d'un principe organisateur que la chronologie fournissait, puisqu'elle fournissait des points d'aboutissement, des buts, en quelque sorte, à la transformation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par différence, en quelque sorte, avec soit le récit linéaire traditionnel du politique et de l'événement, soit le récit linéaire transposé dans les nouveaux découpages. Oui, vous voulez dire donc que, par exemple, dans une partie, en tout cas, des études des annales, le récit linéaire continue de fonctionner, mais il nomme événements des objets qui jusqu'ici n'étaient pas tenus pour événements. Exactement. Par exemple, je sais pas, l'économie. Par exemple, le décollage économique. Voilà, du côté de l'économique, on peut écrire, et on a écrit très, très, très bien, une histoire économique qui est une histoire de la croissance, et où le progrès est en quelque sorte la nouvelle figure qui va expliquer l'aboutissement de la transformation. De la même manière, dans le domaine social, nous avons vécu pendant des années sur la linéarité de la transformation des catégories sociales qui substituait la domination idéologique et sociologique d'une catégorie, coïncidant avec l'ancien système politico-social, l'aristocratie, pas remplacée par une nouvelle catégorie, la bourgeoisie. Seulement, simplement, on peut se demander, comme vous le disiez tout à l'heure avec la transition, si la bourgeoisie ne continue pas de sortir depuis qu'elle a commencé à sortir du paradis terrestre. Donc la bourgeoisie monte depuis les origines. Alors, je crois qu'il ne faut pas continuer à répéter ces choses, et que l'on peut arriver à comprendre les choses autrement. Et comment peut-on arriver à les comprendre différemment? Je crois en essayant de partir de la grande leçon brodélienne des temporalités qui organisent les rythmes de l'histoire. Qui séparent en même temps. Qui séparent et qui organisent la temporalité immobile et longue qui correspond à des structures extrêmement anciennes, qui sont tout aussi valables pour l'économie, puisque l'économie des besoins va dicter en quelque sorte la réponse de l'homme à un certain environnement, alors que de l'autre côté, vous allez avoir des phénomènes de l'ordre du magique ou du religieux qui vont recevoir leur lecture et leur interprétation dans le très très long terme. Donc cette immobilité, vous allez la saisir. De la même façon, Braudel nous a appris à découper le temps, tenant compte des conjonctures plus rapides, des cycles économiques, des cycles sociaux. Et puis, au sommet de cette pyramide de temporalité, la structure de l'événement, l'éclatement de l'événement qui intervient et qui marque les ruptures. Alors, vous tentez d'entrelacer voilà. Je crois que l'on peut essayer de poser le problème, que l'on peut méditer chacun chez soi à l'occasion en regardant sa propre vie personnelle ou familiale, c'est que les gens sont en même temps dans plusieurs temporalités différentes. Et que on peut essayer de comprendre comment s'organisent, à partir de cette imbrication des temporalités, des choses qui vont éclater, et comment certains vont les utiliser d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. C'est assez facile à comprendre si on prend un exemple très précis. Oui. J'ai un de mes étudiants qui a passé un doctorat d'État qui s'appelle Jean Vassor, qui a retrouvé le livre de raison d'un paysan de Beauce, un laboureur de Beauce, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un intellectuel, c'est un praticien des choses naturelles, et ce laboureur a tenu ce livre quotidien où il notait des choses. Et à l'intérieur de ces notations, on est tout à fait capable, on peut très bien voir comment il organise ces temporalités. Il organise ces temporalités d'abord par les vieux découpages naturels et cycliques.
c'est-à-dire le retour des saisons, le retour des récoltes, dont il tient notation soigneusement parce que cela est la trame de sa vie. Et puis en même temps, il y a une deuxième écriture qui perturbe la première, qui quelquefois la remplace, c'est l'écriture de l'intervention de l'économique ou de l'intervention des affaires, et plus particulièrement des cycles de génération, le problème familial, la gestion des biens. Et puis sur ces deux rythmes s'instaure alors quelque chose de tout à fait nouveau et qui est sans doute très caractéristique du siècle des Lumières, c'est l'information. L'information et la manière dont vont parvenir dans les campagnes le récit de faits qui se sont passés très très loin, hors des limites du royaume. Donc on a là la preuve que dans les textes, dans les récits même des gens tout à fait ordinaires, comme vous évoquiez Ménétra tout à l'heure, oui. Bordier est quelqu'un de la même stature. Oui, bien, mais ce laboureur, M. Bordier, était très calé, et il a réussi, d'après ce que vous dites, à maîtriser ces différents temps. Mais pour l'historien qui alors quand même brasse un objet beaucoup plus vaste, ça complique beaucoup la tâche de l'historien, non? Parce que c'est relativement facile de dire la longue durée, c'est ça, la durée immobile, c'est ça, oui, mais la durée précipitée, c'est ça. On peut appliquer le principe à tous les niveaux de l'organisation de l'activité humaine. Si vous prenez l'économique, vous allez vous trouver devant une France dont les rythmes sont organisés en fonction justement de conjonctures différentes, en fonction de temporalités différentes. Vous allez avoir un vieux royaume paysan dont toutes les activités et dont toute la vie de l'ensemble de la population dépend, puisque 80% des Français de la France du XVIIIe siècle sont encore des paysans, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui s'est passé dans les 20 dernières années que nous venons de vivre. Donc cette population agricole, majoritairement agricole, vit dans des cycles qui sont ceux que la nature et l'Église, qui a été la grande interprète des cycles naturels, qui a organisé les célébrations, qui a organisé les calendriers, elle vit quotidiennement dans ces cycles. Et elle pourrait ne pas en sortir. Oui, mais en même temps, vous allez avoir, à l'intérieur de ce royaume paysan, des forces qui interviennent, qui sont celles de l'économie, de la France marchande, du royaume marchand, et des nécessités que pousse cette économie et que pose aussi, par exemple, la construction de l'État, qui vont introduire d'autres temporalités. Alors, à l'intérieur, y compris dans ces populations paysannes dont vous parliez. Et est-ce que pour ces populations paysannes, l'importance des villes, quand même, n'a pas joué un rôle capital? C'est-à-dire, même étant à la campagne, il y avait la petite ville à côté. S'il y a des paysans, c'est bien parce qu'il y a des villes, parce que la ville a été le grand facteur d'animation de la campagne, en tout cas au siècle des Lumières. Ce sont des villes que les propriétaires, par leur nécessité de dépenses, par leur nécessité aussi d'accumulation et de circulation de la rente et des monnaies et de la richesse, c'est à partir des villes que se fait l'animation, en quelque sorte, du changement.